Salut les judokas, aujourd'hui je vous propose un sujet kata avec une interview multi-voix. Donc c'est un format un petit peu différent. J'ai choisi de découper l'interview pour regrouper les réponses par thématique. Donc vous verrez que parfois les transitions manquent peut-être un peu de fluidité, mais j'espère que ça facilitera votre écoute et surtout que ça facilitera ce que vous pourrez en retirer pour votre pratique des katas ou peut-être votre découverte des katas, j'espère aussi. Pour ma part, ça a été vraiment un très, très grand plaisir de les écouter et plus que du plaisir, en fait, depuis que j'ai fait cette interview, j'ai encore compris beaucoup de choses différemment ou mieux et je vois que j'ai encore changé ma façon de travailler les katas. Donc vraiment, je remercie, énormément ces 5 personnes qui ont accepté de se prêter au jeu. Je vais les citer parce que vous verrez que dans les présentations, ils ne disent pas forcément leur prénom et nom. Donc dans l'ordre, de ceux que vous entendrez, il y a Nicolas Fourmeau, Jean-Daniel Nguyen Van Lok qui est son partenaire, Carole Heras, Stéphane Béga et Valentin et Clément Beauvarlet qui sont frères. Voilà, donc merci beaucoup à vous et merci surtout aussi à toute l'équipe de France Kata parce que, ils sont pas tous venus au micro, mais ils interviennent tous, dans des stages et ils sont toujours présents pour nous aider à mieux travailler les katas et surtout les découvrir avec, vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir. Et pour finir, je voudrais dire un très grand merci à André Parent, qui est un petit peu le chef d'orchestre de tout ça. Donc un grand merci André pour tout ce que tu fais dans le monde des katas et du judo en général. Vous trouverez bien sûr tous les liens et les noms des interviewés, etc. dans les descriptions. Si vous êtes sur YouTube, vous pouvez toujours mettre un petit pouce ou vous abonner, ça fera plaisir. Et n'oubliez pas qu'il y a aussi la version écrite de cette interview avec des paragraphes bien organisés sur le blog secretjudoka.com. Ça peut aussi aider d'avoir les choses par écrit. Sur ce, très bonne écoute à vous. Salut Nicolas. Salut. Merci, on est en petite pause durant ce stage kata. Écoute, pour commencer, donc moi je sais t'es du Judo Club Clémentin, tu as été vice-champion du monde de kata en kata-meno. C'est ça. Est-ce que, en guise de présentation, j'étais curieuse de savoir est-ce que tu te rappelles, qu'est-ce qui t'a fait accrocher au kata? Comment t'as découvert, il y a beaucoup de monde qui n'accroche pas au kata, est-ce que tu as eu un enseignement en particulier? Est-ce que c'est par toi-même? Comment t'es rentré dans le monde du kata? Alors le monde du kata, déjà comme à peu près tout le monde quand on veut passer son premier dan, on est à un moment donné confronté au kata. T'avais quel âge? J'avais 15 ans. Ouais, donc vraiment l'âge, voilà. beaucoup de judokas. Voilà, c'est ça. Comme la majorité des judokas. Et puis alors moi j'ai eu la chance de rencontrer un monsieur qui s'appelle Claude Boucreux, qui m'a complètement changé ma vision du kata, enfin de la manière de pratiquer le kata. Élève de Pelletier d'ailleurs, voilà, les anciens c'est ça, voilà. C'est exactement ça. Et il m'a vraiment donné le goût de pratiquer le kata et d'approfondir la connaissance et la compréhension du kata. Sur le Nageno, au début c'était que sur le Nageno. Au départ, c'était vraiment sur le Nageno. Et puis après, j'ai passé mes différents grades, j'ai eu différents partenaires, voilà. À chaque fois, nouvelle personnalité, nouvelle façon de voir les choses, mais à chaque fois de manière très enrichissante, on a pu approfondir le kata. Et puis, je pense que j'étais pas vraiment fait pour le combat. Alors j'allais te demander, est-ce que tu faisais de la compétition? Oui, je faisais de la compétition, mais finalement, j'en ai pas beaucoup fait parce que très vite, j'ai été enseignant. J'ai donné beaucoup de cours très jeune. Et du coup, je me suis plutôt concentré sur cet aspect-là, l'enseignement, l'approfondissement technique, et puis un peu moins sur les randonnées, parce qu'aussi dans le club dans lequel j'étais, il y avait pas beaucoup de partenaires. Et du coup, voilà, j'ai un peu mis ça de côté. Et c'est en arrivant au Judo Club Clémentin que j'ai pu avoir d'autres partenaires. Je me suis remis au combat, au randori. Et là, oui, ça a été aussi une autre phase de ma carrière, si on peut appeler ça comme ça, où j'ai fait quelques compétitions, mais voilà, sans grande prétention, juste pour m'amuser, être avec les autres. Les katas, c'est venu ensuite parce que j'ai mis en place ici au club des cours kata, justement pour aider les jeunes à passer leur grade, parce que je trouvais que c'était important. Et puis, j'ai eu la chance, parce que c'est une chance quand même, de former Jean-Daniel à un moment donné, qui passait son grade. J'ai senti qu'il se passait quelque chose, on avait un bon feeling tous les deux. Puis je lui dis, écoute, il voulait arrêter le judo. Il me dit, j'ai eu mon grade, c'est bon, je m'arrête là, je stoppe le judo, je veux passer à autre chose. Et je lui dis, c'est dommage parce que tu vois, je te proposerais bien quelque chose de différent. Il me dit, les combats, ça m'intéresse pas, c'est pas trop mon truc. Mais je dis, moi, je te propose des katas. Et essayons de faire. Je connaissais pas du tout le circuit kata, je connaissais personne, on connaissait rien du tout. Et puis, notre première compétition, c'était à Ludre. Voilà, on est arrivé là-bas sans connaître. La première compétition, vous l'avez déjà fait en kata-meno kata? Oui, on faisait les deux. À l'époque, on faisait Nageno et kata-meno kata. Parce que ça, c'est une grande question. Comment on fait pour choisir un kata? Est-ce que tu les as plus ou moins tous étudiés? Tu as pris ton préféré? Est-ce que c'est le hasard du début de comment tu as commencé? Comment on fait pour choisir un kata dans lequel on voudrait se perfectionner?
Alors ouais, c'est une bonne question. Comment est-ce qu'on fait? On fait, nous, le choix, il a été fait par rapport on va dire, à ce qu'on pensait être le mieux niveau stratégique. Voilà. D'accord. On pensait qu'on performerait plus sur le kata no kata ou sur le nage no kata. On savait pas. Ok. On savait que c'était un peu plus fermé dans les autres katas parce qu'il y avait des gens qui étaient là chaque année, qui revenaient, qui étaient très forts, très bons. On s'était dit, bon, ça va être difficile de faire notre place, voilà. Ouais. Donc on s'est dit, il faut peut-être qu'on s'oriente sur un kata où il y a un peu moins de monde. Ok. On pensait ça, mais au final, il y avait du monde partout. Il y avait du monde Ouais. partout de toute manière. Il y avait énormément, il y avait de la concurrence partout dans tous les katas. Et oui, on s'est dit, tiens, pourquoi pas essayer le katameno. C'est un kata qui peut-être, voilà, par rapport à nous, nos formes de corps pouvaient aussi nous permettre de nous exprimer. Ou alors le nageno. Voilà, on savait pas trop. Ok. On a fait pendant 2 années, on a fait Ah ouais. nageno et katameno sur les tournois. On se cherchait. Alors, on a eu Nicolas tout à l'heure. Donc, tu es le partenaire de Nicolas. Enfin, vous faites ensemble le katameno kata. Tu es Uke. C'est ça. Est-ce que, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter quand même assez brièvement, c'est quoi ton parcours judo et pourquoi tu es arrivé au kata? Alors, mon parcours judo, j'ai commencé le judo à l'âge de 7 ans en région parisienne. Ensuite, pour des raisons familiales, etc., je me suis retrouvé dans la région où j'ai découvert le judo club Clémentin. Donc Nicolas était mon professeur à l'époque avec Sébastien Gouault et puis Olivier Loman. Donc je faisais judo, voilà, je venais m'entraîner 2-3 fois par semaine sur les créneaux de cours classiques. Je faisais de la compétition en Shiai, donc en combat jusqu'à cadet, je crois. Ouais. Et j'ai passé ma ceinture noire donc avec Nicolas comme prof en kata. Et à partir de ma ceinture noire, voilà, je me faisais plus assez plaisir en compétition Shiai, donc j'avais plus trop d'intérêt d'aller à l'entraînement, de faire judo. Voilà, j'étais jeune, j'avais envie de faire autre chose aussi, donc et et c'est là que Nicolas, me voyant travailler en tant qu'élève sur ses cours kata, m'a un peu, chopé par le cou et puis m'a dit: «Viens voir par là, j'ai envie de faire de la compète kata, est-ce que ça t'intéresse qu'on essaie de travailler ensemble?» et cetera. Je lui dis: «Bah, pourquoi pas?» et puis du coup, on a commencé, déjà on a commencé les compétitions, avec le Nageno. Mmh. Et en voyant d'autres katas, Nicolas qui avait déjà travaillé le katameno pour ses grades, et cetera, il m'a amené un peu là-dedans. Donc moi j'ai suivi, hein, voilà, j'ai suivi mon prof. C'était un Ouais. peu lui qui manageait le truc au Mmh. départ, et cetera. Enfin, parce que moi j'y connaissais rien du tout. Oui, moi je m'appelle Carole Heras, je suis licenciée dans le Nord. Je fais de la compétition kata, depuis 2009. Je suis rentrée dans le groupe en 2009 après la première sélection et la première constitution de l'équipe de France. Le kata, j'en fais depuis, j'ai envie de dire un peu toujours. Mmh. Là actuellement, je fais aussi partie de la commission nationale kata. Mais la pratique de la compétition, c'est vrai que ça permet de garder, une bonne pratique et de se donner une rigueur, une obligation de continuer à travailler. Parce qu'on a beau savoir, mais entre savoir et savoir-faire, Ah oui, c'est ça. il y a C'est quand vrai, même ça. une petite nuance. Ouais. Répétition, on se rend compte que même quand on s'arrête de pratiquer, on perd un petit peu quand même. Ah vraiment, ouais, tu t'en rends compte. Alors, comment je suis arrivé là? Eh bien, de toute façon, c'est la suite logique d'un pratiquant de judo quand il démarre et qu'il passe ses ceintures. Donc à ce niveau, j'étais donc ceinture marron, j'ai commencé à passer mes grades. Puis j'ai continué dans mes grades, et au moment où j'ai passé mon 3e, 4e dan, en région, ils nous ont un petit peu détecté en trouvant qu'avec mon partenaire, un partenaire qui est encore aujourd'hui mon partenaire, qui a été mon ancien élève, ils ont trouvé donc qu'on était plutôt bien fait pour faire ce genre de pratique. Donc on a continué là-dedans. En 2011, il s'est mis en place le premier championnat d'Europe. Ouais. La Fédération française de judo avait fait un appel tout simplement par mail à tous les clubs. Nous avions déjà en amont fait de la pratique comme de compétition kata dans une autre fédération. Du coup, on avait déjà quelques titres. Et la fédération a appris, nous a pris un peu sur cette lancée-là. Donc, on a fait ses premiers championnats d'Europe.
Ça s'est plutôt pas très bien passé parce que bon, on y est allé, voilà, un petit peu, Sans savoir ce que ça allait voilà, à être, ouais. l'aveuglette. On n'avait pas tous les éléments pour performer. Par la suite, eh bien, on a bien accroché à cette pratique du kata en compétition. Et du coup, on s'y est penché. Puis, à la suite de ça, la fédération s'y est penchée aussi avec aujourd'hui une structure, hein, puisque Ouais. il y a une équipe de France, il y a un groupe de France kata, il y a un championnat de France maintenant depuis la 7e année, hein, Ouais. avec un vrai titre de champion de France de kata. Voilà, donc aujourd'hui, on est encore dans le circuit et ça performe encore. Donc tant que ça performe, on a toujours plaisir à le faire. Super. Bah, pour résumer, globalement, ça fait 21 ans que je pratique le judo, toujours dans le même club à la GPF. C'est où ça, là? C'est dans le nord du département de Seine-et-Marne, à Damartin-Goël. Voilà, et puis ben on est passé, moi comme mon frère comme moi, par tout le cursus du parcours du sportif de haut niveau. Ouais. On a participé au groupe élite quand on était minime, on a fait les championnats de France, la Coupe de France par équipe, et puis après prendre le goût de la compétition, on aime la compète, on aime le haut niveau, donc on a fait une première année Pôle Espoir au pôle à Orléans. Voilà, donc on a fait nos études à Orléans, pareil. Et puis après on a fait 2 ans de Pôle France, toujours au pôle d'Orléans. D'accord. Voilà, donc c'était 3 années où on s'est plus ou moins perfectionné sur le judo. Et puis la sortie Compétition. Ouais, en compétition surtout, parce qu'il y a pas de kata en pôle, hein. Et puis à la sortie de ces 3 années de lycée, 3 années d'école en fait, où on a partagé nos études plus le judo avec les compétitions et sur les week-ends. Puis on est sorti du circuit, du cursus, sans pour autant avoir pour continuer le circuit en fait. On sort des pôles de France, c'est pour aller sur l'INSEP ou pour espérer aller plus haut dans le circuit. Malheureusement, dans nos parcours, dans mon parcours respectif, j'ai préféré basculer sur l'enseignement, sur la transmission à la sortie de mon bac pro, parce que c'était une vocation depuis toujours. Ouais, toujours. Ouais. À la sortie de mon bac pro, j'ai fait tout de suite un diplôme d'état en judo à Paris. Et puis voilà, j'ai jamais arrêté de faire dans l'enseignement, dans la transmission. Puis je suis passé d'élève à enseignant, du coup dans mon club. Puis après et de fil en aiguille, j'ai connu un sensei, hein, si je peux le citer, Richard Chen, qui nous a incité à participer donc à des compétitions de kata, parce qu'il était venu nous voir. Pour la petite anecdote, il est venu nous voir parce qu'il avait une connaissance avec mon entraîneur, et il nous avait vu faire le Nagano Kata une fois, et il nous a dit waouh, faudrait que vous fassiez les kata en compétition. Déjà ensemble? On le faisait déjà ensemble. On passait nos grades en fait. Il voulait avoir un sensei pour le 3e, Dan. D'accord. Et notre sensei, bon, nous a conseillé un ami à lui. Et il nous a vu faire le kata et nous a proposé pourquoi pas faire les compétitions. D'accord. Et toi aussi, tu voulais être prof de judo ou non? Alors non, moi j'ai fait un BTS que j'ai abandonné. Et je le voyais rentrer tous les soirs, il me disait j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai appris ça. Puis moi je me disais mais qu'est-ce que je fous là-bas? Donc du coup, j'ai dit bon je démissionne et j'attends 1 an avant de pouvoir faire ma formation. Puis j'ai suivi 1 an après sa formation, la même formation. Et donc t'es enseignant aussi? Je suis enseignant dans mon propre club de judo. Est-ce que, quand vous avez dû passer le kata, Nagano Kata, comme tout le monde pour la ceinture noire, est-ce que là, vous aviez déjà bien aimé l'exercice, ou comme tout le monde, c'était un passage obligé, vous vous êtes pas trop posé de questions? Au début, c'est un peu compliqué puisqu'il faut chuter, mais on a vite pris goût, hein. On a vite pris goût puisque c'est quand même de la démonstration. Puis nous, on n'a pas trop peur de la chute, donc c'était assez explosif. Voilà. En tant que compétiteur, présenter un Nagano Kata comme en compétition, on peut pas le faire de la même manière qu'on pourrait représenter un Nagano Kata en passage de grade. Ah oui. Et à 15 ans, tu connais pas tous les principes du judo. Il y a certains rôles qui sont pas forcément respectés, mais comme des compétiteurs, tout peut passer. Voilà, et comme c'est du Randori no Kata, en grande majorité, c'est de la technique de judo. Donc Mais vous aviez bien aimé, c'est que des techniques en fait. Non, franchement non. moi j'avais bien aimé, hein. C'était bien. Puis on est passé
ensemble pour notre passage de grade premier dan. Puis on est passé pour d'autres personnes, et puis pour le premier, puis pour le deuxième. Ouais, Et on a puis toujours été présent dans les voilà. katas, que ce soit pour nous, pour les autres. Ok. Et du coup, alors, on reprend l'histoire. Donc là, cet ami de prof qui vous voit au début pour les grades vous propose de découvrir un peu le circuit kata Mhm. compétition, c'est ça? Ouais. En Alors 2000, lui-même ne connaissait pas vraiment le circuit compète, parce que il savait que ça existait. Il savait qu'il y avait des compétitions. Nous, on n'était pas du tout au courant. Et il nous a proposé. Et pourquoi pas de faire, d'écrire une histoire ensemble avec notre sensei, nous, et de découvrir cette discipline ensemble, quoi. Alors, ma question, je devine qu'elle va peut-être te surprendre, mais j'ai vraiment envie d'entendre tes mots à toi, ta réponse, avec ton Oui. expérience justement des katas. On dit, pour ceux qui connaissent pas forcément bien les katas, en tout cas, il y a une chose qu'on entend toujours, c'est que dans les katas, on trouve les principes du judo. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, toi, dans ta pratique, comment tu as l'impression de faire du judo et peut-être de progresser en judo en faisant les katas? Ça veut dire quoi, en fait, ce grand mot? Il y a les principes du judo de façon concrète sur les katas que tu pratiques, toi. Est-ce que tu as l'impression de progresser en judo? Est-ce que tu as l'impression de faire vraiment un exercice différent de quand tu vas aller faire quelques randonnées sur tes cours, par exemple? Alors, la progression, bien sûr, elle est constante. De toute façon, on a cette démarche-là quand on est dans ce système, parce que c'est la continuité. En plus, on nous demande de rester dans les fondamentaux. Donc, c'est-à-dire, c'est ce qu'on apprend à la base. Comme dans les katas, ce sont les formes fondamentales qui ne sont pas transformées par la force physique, puisqu'il n'y a pas ensuite la surenchère du partenaire. Oui, Donc, c'est vrai, tiens, j'avais pas pensé à ça. voilà, donc ça permet de développer la technique dans son entier. Et donc, on va vers cette démarche-là, et donc on cherche la perfection. Et pour ça, bien sûr, c'est les répétitions, forcément, c'est le timing qu'on va avoir avec son partenaire. C'est pour ça que ça se fait toujours à deux, bien forcément, sinon il n'y a pas d'interaction. Et on cherche ça en permanence, l'interaction, l'attaque qui va être portée, la riposte qui est derrière, avec le timing qu'il faudra, sans que ça en devienne derrière le combat. Et en essayant d'être le plus pur possible. Et ça, grâce aux fondamentaux qu'on ne change pas, on arrive à toucher l'essence du judo, on dirait presque le cœur même de la technique. C'est le sens du judo, ouais, tout à fait. Est-ce qu'il y a des exemples précis de principes qu'on retrouve dans un cours Oui. de judo normal? Il y en a plusieurs. J'imagine, ouais. Après, voilà, la relation à la distance, par exemple. Ah oui, c'est vrai, la distance, ouais. Distance qu'on va avoir avec le partenaire. Quand tu es sur le Nage no Kata et que tu travailles sur justement le fait en fin de compte, de prendre cette distance avec le partenaire pour créer du déséquilibre, donc créer un déplacement qui va amener au déséquilibre. Et ça, tu le retrouves dans n'importe quel enseignement de technique que tu vas faire dans un cours avec des petits, Ouais. où tu vas avoir ce même rapport-là. Après, tu peux avoir exactement la même chose en Katame no Kata avec la notion de continuité dans les actions par rapport à une action d'Uke, tu vois, une action-réaction par rapport à Uke. Tu vas retrouver ça, donc ça aussi c'est important. N'importe quel contexte où tu vas mettre en place un travail de thématique, où tu vas dire par exemple un attaque, l'autre va venir défendre, esquiver. Cette notion de continuité, tu vas l'avoir pour pouvoir projeter. Tu la retrouves dans le Nage no Kata, dans le Katame no Kata, pardon, avec ce timing, avec cette gestion-là. Tous ces principes-là, tu les as. Et puis après, tu as des grands principes, appui, posture, garde, les notions que c'est vrai que la posture, ça fait vraiment travailler la posture. Ouais, voilà. D'accord. Donc tous ces principes-là, tu les retrouves dans ton judo. Et ce que je trouve intéressant dans les katas, c'est qu'à un moment donné, on fait un zoom sur un élément. Et ce zoom-là, il va te permettre d'approfondir et d'améliorer ton propre judo après. Après, il faut être capable de faire ce transfert-là. Et voilà. C'était ma question d'après. Okay. Est-ce que toi, tu as eu l'impression que de bosser les katas, quand même, on peut dire énormément. Oui. T'as vraiment eu l'impression que ça te faisait progresser quand t'allais après faire quelques randonnées, ou est-ce que c'est pas direct et tu te dis bon, c'est certainement le cas, mais je le ressens pas, ou comment ça s'est fait? Alors après, c'est toujours pareil. Tu as dans un randori, tu as un contexte incertain. Tu as beaucoup d'incertitudes, beaucoup plus que dans un kata. Dans un kata, tu connais l'issue. Bon, le randori te permet justement, c'est un peu comme une grande récréation où tu crées des opportunités et du coup, tu te retrouves sur un temps où il va falloir que tu réutilise ça. Ça demande du temps. C'est pas magique. C'est pas parce que tu travailles les katas que tu connais bien tes katas que
nécessairement, automatiquement, tout de suite, tu vas avoir des résultats en randori. Ça va prendre du temps, mais il n'empêche que tu vas avoir un certain nombre d'éléments que tu vas pouvoir te réapproprier et avec le temps, tu vas pouvoir Oui, en effectivement. fait, c'est comme, c'est pas parce que tu fais des uchikomi que juste dans la séance d'après, tu vas savoir le placer en randori. Voilà. Ça prend du Ça temps prend de, du temps, il faut d'accord. que tu reconnaisses les bonnes opportunités, les bons moments. Par contre, je peux te dire que parfois, quand je fais randori Newaza, où ça peut m'arriver, j'ai l'impression d'avoir de meilleures postures au niveau de la répartition du poids sur les osaïkomi ou la gestion justement de ces sensations où je sens les réactions de l'autre. Effectivement, ça m'a fait progresser sur ça, oui, ça c'est sûr. Ouais. Voilà. Ce qui m'étonne Et pas. puis sur l'efficacité, tu vois, les clés, les étranglements, je connaissais que Jigatame, beaucoup de gens connaissent mais je savais pas le faire en fait. Je me suis Ah rendu compte oui. que je ne savais pas vraiment le faire. Udegarami, je savais le faire, mais en approfondissant par les katas et en essayant de vraiment comprendre, en travaillant sur cette notion aussi de ressenti avec l'autre, c'est vraiment le plus important. La communication entre Uke et Tori. Et c'est vrai que Parce que maintenant si que tu tu le fais une dis, technique, tu ouais. vas parler avec l'autre, alors qu'est-ce que tu as ressenti? Est-ce que tu l'as mieux senti comme ça, comme ça, comme ça? Ok, c'est cette forme-là. Et du coup, ça, après, on essaye de justement trouver le principe. Qu'est-ce qui fait que là, tu es mieux senti que la manière de faire précédente? Ok, je l'ai mieux senti parce que mon doigt, il est comme ça, il est pas comme ça, ma main, elle est comme ça. Alors, c'est pas l'histoire du petit détail où je mets mon doigt là pour... Non, c'est pas ça. C'est C'est un vraiment de sentir, de ressenti. ressentir. Et après, toi-même, tu construis ton judo. Et en randori, moi, je m'étonne à mettre parfois des clés de manière plus efficace qu'avant. Mais parce que justement, Ah ouais. j'ai mieux compris, j'ai mieux intériorisé le principe. Ah mais c'est génial parce que en fait en t'entendant, j'avais jamais pensé à ça, mais je me dis on pourrait presque dire que le kata c'est l'exercice par excellence de ce travail de connexion à l'autre, Oui, qui est quand même le cœur. Nous, notre judo, le cœur de notre judo, c'est la connexion à l'autre. On n'est pas au voilà. karaté à distance, quoi, je veux Oui. dire. Ah ouais. Est-ce que toi, tu as pu, par la pratique des katas, percevoir des progrès dans des randori, par exemple? C'est marrant que tu me poses cette question parce que quand j'ai arrêté le judo kata et que ma partenaire m'a dit, enfin elle m'avait prévenue, elle m'a dit j'arrête et qu'ils m'ont tous proposé de faire du katame no kata, mais en fait je suis quelqu'un qui n'a jamais travaillé au sol. Ah oui. Vraiment, je vais pas dire que j'étais allergique, mais presque pas loin. Et quand ils m'ont tous dit tu devrais faire du katameno, j'ai dit non mais arrêtez, vous rigolez, j'aime pas ça le sol, etc. Et en fait ça m'a débloqué plein de choses sur les contrôles, sur les placements, la lisibilité de l'autre sur les mobilités. Enfin, et au final, c'est vraiment très riche. Et là, on a eu, nous, on ressent, on vit ça comme une récompense. Là, on a préparé dernièrement des jeunes sur le Nageno. Et c'est vrai qu'on a cet esprit du, ouais, le kata, c'est bon, c'est la technique. En gros, c'est pour les gens qui font pas de compète, quoi. Oui, souvent c'est un peu ça. Ouais. En gros, si on n'est pas bon en combat, on va aller faire du kata. Et en fait, on s'aperçoit déjà ce qui est faux, parce que les 3/4 enfin, pour pas dire tous, ceux qui sont dans l'équipe, on a un vécu plus ou moins déjà de judo et de compète. Mais c'est les petits jeunes qui m'ont dit ah non, mais de faire le nageno, ça nous a vachement fait progresser sur les placements, sur le ressenti des équilibres. Et en fait, je pense que comme on est beaucoup plus sur l'introspection quand on fait du kata. Oui. Quand on commence à chercher les petits détails, les bons placements, on est vraiment sur son ressenti personnel. Je pense ce qu'on est moins, à mon avis, en tout cas de mon expérience, sur le combat, parce que le combat, on a tellement l'autre à gérer, l'opposition, etc., qu'on est plus dans le moment présent et dans l'instant T, qui au final se reproduit jamais deux fois. Ouais, c'est vrai. Là, du coup, le fait qu'on reproduise à l'identique, on est obligé d'aller chercher le petit détail du placement. Et en fait, on met en lumière des choses qu'on n'a peut-être pas le temps de mettre en lumière en combat parce que on n'a jamais deux fois vraiment la même situation. Et c'est vrai que j'ai l'impression, pour rebondir sur ce que tu dis, que là, vous nous faites, en kata, vous nous faites énormément travailler la posture, le travail des hanches, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qu'on travaille très peu, de façon vraiment ciblée, je veux dire. Et c'est vrai que je me dis que là, vu qu'on a le temps, de prendre le temps, tout le temps de travailler sur cette posture, sur les hanches qui avancent et pas les bras qui poussent. C'est ça. Ces choses-là, ça, c'est des choses à acquérir en automatisme après. Enfin, c'est pas quelque chose qu'on peut... Il faut que ce soit en nous pour que ça s'exprime en combat. Et du coup, je me dis que c'est vrai que beaucoup travailler les katas permet en fait d'avoir une structure de corps qui est hyper adaptée au combat, enfin qui est la meilleure pour le combat. En fait. C'est ça. En fait, je pense qu'on arrive à mieux lire ses actions et du coup, on arrive à mieux les optimiser. Ouais, c'est super intéressant. Moi, quand j'ai découvert le kata, personnellement, en fait, quand on comprend les principes, on comprend mieux le judo et on peut mieux l'appliquer. Quand on comprend le nageno, on sait comment déplacer, on sait comment déséquilibrer et puis amener à la chute. Et des fois, on comprend plus de choses en pratiquant le kata qu'en ne le pratiquant pas. D'accord. Et c'est quelque chose qui, pour moi, personnellement, m'a fait évoluer. Ouais.
Est-ce que tu as eu la sensation que de découvrir ce kata, puis de le perfectionner, ça t'a fait progresser au sol, ou est-ce que c'est vraiment un exercice à part et que finalement en randori, c'est difficile à réutiliser? Alors sur certains points, si, j'ai réussi à le transmettre en randori et j'ai aussi fait l'inverse, en fait. Je me suis, aidé de mon passif de compétiteur, combat pour le mettre dans le katame. C'est-à-dire que en compétiteur combat, on sait très bien que si on est sur le dos, bah, en soi, on a Ouais, perdu. ouais. Et donc en katame, quand je travaille le katame, je me force à jamais être sur le dos. Bah, dès que la technique, démarre, je pars pour un randori. C'est pas enfin, en tout cas avec Nicolas, on le perçoit pas comme une démonstration, on le perçoit comme un randori. On connaît l'issue, d'accord, mais on va chercher le moment où si Nicolas, il réagit pas au bon moment, eh ben, je le renverse et puis voilà, le randori, c'est moi qui le gagne. Et ça vous par exemple, quand vous travaillez, bon, Ça j'espère nous pas en arrive. démonstration, mais ça peut arriver du Ça coup? nous arrive, ouais. Donc ça veut vraiment dire la sincérité du hooké, Ah quoi? oui, totalement. Ah, c'est super intéressant. Et enfin, ça permet aussi de travailler en relâchement pour Tori, parce que bon, forcément, hein, Nicolas est plus, a une musculature plus importante que la mienne. S'il est sur moi et qu'il veut pas que je bouge, qu'il me verrouille, qu'il me serre, bah, je pourrais faire ce que je veux, Mmh. voilà, je vais pas beaucoup bouger. Alors que, en étant relâché, lui en étant relâché, moi ça me permet d'être explosif en dessous et de pouvoir, avoir une mobilité, importante, au sol et de démontrer des principes et de démontrer des choses tout simplement au sol, ce qui est pas forcément évident enfin, c'est quelque chose, qui est beaucoup moins visuel que la partie debout. C'est ce que j'allais dire, ouais, c'est moins visuel et j'allais te demander, donc debout, on l'a vu aussi à travers les autres interviews, puis je pense que c'est plus «connu» entre guillemets. On sait qu'on va regarder le principe de déséquilibre, sans déséquilibre, il y a pas de judo, et puis cette recherche de la technique parfaite, c'est-à-dire que théoriquement, on n'a pas besoin de muscles, justement. Est-ce qu'au sol, on retrouve ces principes-là et sous Exactement. quelle forme? Parce que c'est vrai que c'est moins évident à apercevoir. Alors, à percevoir à l'œil nu, encore une fois, c'est compliqué, à moins d'avoir travaillé le katameno, de connaître et voilà, de ressentir aussi le katameno quand on le voit. Mais oui, il y a du déséquilibre dans le katameno. Ah ouais. Je ne réagis pas, j'ai aucun intérêt, aucun besoin de réagir si Nicolas ne fait pas d'action pour me remettre sur le dos. Mmh. Donc en fait, alors après je connais pas tous les katas, mais je pense que dans tous les katas c'est comme ça. On a une interaction, une espèce de ping-pong entre, voilà, il est positionné comme ça, du coup je réagis, lui il réagit, moi je réagis, lui il réagit, et Ouais. cetera. Voilà, c'est vraiment moi je le vois comme un échange en fait. OK. Et puis on le travaille comme ça. Et des fois je m'arrête pendant la technique, hein, voilà, il y a 3 sorties sur, une immobilisation. Et bah, si je sens pas ça pousser sur la deuxième sortie, Tu t'arrêtes? je m'arrête, j'ai pas de lieu de je suis pas en danger, je suis pas sur le dos. Ah J'ai oui! réussi à me mettre sur le côté, s'il me cherche pas à me remettre sur le dos, j'ai aucun intérêt à me mettre volontairement sur le dos pour l'envoyer de l'autre côté. Ouais. Je suis pas en danger. Donc voilà. Ah ouais. Donc ouais, il y a du déséquilibre, même au sol. Et puis après d'ailleurs, on le retrouve même sur les séries un peu plus hautes, on va dire, Mmh. sur les séries des étranglements par exemple, ou les étranglements arrière, donc où je suis assis et puis que Nicolas se met derrière moi pour, faire les Ouais. étranglements, là on voit le déséquilibre. On voit la mise en tension comme je disais tout à l'heure, le déséquilibre et puis nous on appelle même le gake, Ah là à oui. la fin qui arrive sur l'étranglement. Ce qui est vrai, c'est un gake, quoi. C'est ça. D'accord. On parle du shu hari et j'ai entendu dire que le kata, bon évidemment au début on commence par recopier parce qu'il faut déjà apprendre le truc par cœur, puis après quand même on se l'approprie et que voilà les grands katas qui parfois moi ça m'est arrivé vraiment c'est le silence complet, on est absorbé, il se passe quelque chose, c'est probablement des gens qui l'ont, je sais pas comment on explique ça, mais qui le vivent vraiment en eux et je pense que c'est vous, en tout cas en équipe de France, de ce que je vois, c'est à ce niveau-là que vous travaillez en fait, c'est vraiment ce truc de le vivre en vous et d'être qui vous êtes à travers ce kata. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui se travaille ou est-ce que ça vient, entre guillemets, tout seul par du travail concret et tu vois, est-ce que ce truc de, comme on parle de l'attitude, de l'aura, du truc martial, parfois, en grade, on peut nous reprocher qu'il n'y a pas assez d'engagement, c'est des choses qui sont pas matérialisables. Est-ce que ça se travaille ou ça vient au fur et à mesure? Alors déjà, la première phase, effectivement, c'est la chorégraphie, parce que si on n'a pas la chorégraphie, on est toujours en train de réfléchir là où on doit aller et c'est compliqué. Mais très vite, faut aussi comprendre le pourquoi. Pourquoi on fait les choses nous. Enfin, je sais que dans l'équipe de France, on est vraiment
sur cette idée parce qu'il y a des modes en kata comme partout ailleurs et si on n'a pas de sens à mettre derrière, on n'a jamais fait de changement sans comprendre pourquoi on faisait un changement. Ok. Donc il faut vraiment qu'il y ait du sens. Et quand on intervient sur les stages, etc., c'est ce qu'on essaie de faire comprendre aux gens. Pratiquer, c'est bien. Mais quand on nous dit on doit aller à 45 degrés, en fait, c'est pourquoi on part à 45 degrés. Ouais. Déjà, du coup, on retient et en plus, on y met du sens. Et quand on y met du sens, on peut aussi rajouter l'intention. Parce qu'en fait, ce qui fait qu'un kata dégage quelque chose, ce qui va donner l'attitude, la posture, c'est de se mettre dans la posture de ce qu'on fait. Pas de se dire, faut que j'aille mettre mon pied là, faut que je fasse comme ça. C'est de se dire, voilà, là, je dois attaquer et mon attaque doit être sincère. Et en fait, si on est dans son rôle, mais pas dans la réalisation d'une action vide de sens, je pense que c'est là où on arrive à dégager quelque chose et à ressentir, en fait, les actions qui sont réalisées. On se dit, mais quelque part comme la technique en judo. Ouais, c'est vrai. On peut faire tomber où on se dit, on a fait tomber, mais on a dû y aller. Et celle qui passe toute seule, on se dit, c'est magique, quoi. Waouh. Ouais. Je pense que c'est ce qui fait un petit peu la différence, quoi. Ok. Ben oui, tu as tout dit, parce qu'on l'amène autrement. C'est-à-dire, on explique pourquoi on fait ça et pourquoi il faut qu'il en ressorte ça. Autant le rôle de Tori, celui qui travaille, mais autant le rôle de Uke, celui qui subit. Le rôle de Uke, j'ai très peu vu de professeurs qui expliquent beaucoup le rôle de Uke. Ouais, même très peu. Même en combat ou en simple Tout à fait. En cours loisir, on montre toujours le Tori, mais alors qu'en plus avec un mauvais Uke, tu peux rien faire. Sûr, si Uke ne réagit pas comme il faut. Exactement. Ou il se tient pas et qu'il est mou ou quoi. Ouais. Si tu lui demandes de faire avancer le pied droit et qu'il avance pas parce que tu lui as pas appris. Ouais. Ça marche pas parce que le pied reste à l'arrière et en fait la technique elle est mal faite, elle est faite en force, mais c'est un travail à deux et donc là le kata le permet, mais voilà, dès le départ il faut s'attarder aussi sur Uke, s'attarder sur ce, mais les deux doivent avancer ensemble. On travaille avec Nicolas, on essaie d'inverser les rôles. Souvent quand on a un ressenti qui est soit pas le même, soit il y a quelque chose qui passe pas bien, on sent que il manque quelque chose, on inverse les rôles, on dit moi je sens ça, comment tu le ressens, comment tu ferais, qu'est-ce que toi tu ressens quand il se passe ça et voilà, nous on le travaille comme ça, enfin on inverse les rôles à ce moment-là, quoi. Et du coup, c'est-à-dire que quand vous le travaillez dans les rôles inversés, c'est sur des séquences ou des moments précis. Tu t'entraînes pas à faire tout le kata nickel dans le rôle de Tori. Non, je me suis jamais entraîné à faire tout le kata dans le rôle de Tori. Le fait de pas le travailler en tant que Tori, on va dire, j'arrive quand même à le transmettre et à l'enseigner du coup maintenant en tant que Tori. Parce que j'ai tellement eu Nicolas sur moi en tant que Tori que tout son ressenti, toutes les sensations que je ressens quand il est sur moi, j'arrive à les traduire et puis du coup à les transmettre. Et ça c'est super intéressant parce que c'est vrai que on dit souvent que en tant que Uke on apprend, en tout cas dans le judo, dans les techniques et tout, on dit qu'en étant Uke on apprend, mais donc ça veut dire que là t'apprends en fait même les techniques d'immobilisation ou clé ou étranglement, finalement tu les apprends aussi beaucoup en les ressentant, c'est ça? Tout à fait. Quand Nicolas il va avoir sur je pense par exemple aux étranglements arrière, je sens son amener, je sens le moment où je prends vraiment l'étranglement. Et tout ça c'est pas des choses qui peut vraiment expliquer parce que c'est sur de la perception. Alors il va me dire oui, tu mets en tension et après t'étrangles. Oui, ça s'explique comme ça se traduit comme ça à quelqu'un de novice, mais dans le ressenti, il faut le sentir, il faut Puis de toute façon, même en tant que judoka à l'entraînement, pour faire ressentir les choses, j'aime bien me mettre à la place de l'autre. Oui. Voilà. Quand j'encadre un cours et que j'ai un élève qui a du mal à faire ce que j'essaie de lui transmettre par la voie orale, je le prends, je lui fais la technique. Ah ouais. Et puis souvent il comprend. Ou alors je lui fais faire sur moi avec mon passif et mon ressenti de la technique et souvent ça déroule correctement et après quand il le refait avec son partenaire, alors c'est toujours un peu chaotique au début,
Mais Mais après, c'est voilà, ouais, à c'est bien. force de travail, il a compris, il a eu un petit déclic dans sa tête, et puis Et c'est merci ça parce qu'il que a. ça, c'est mon grand dada. Je passe toujours ce message aux professeurs. Je dis quand vous passez dans les binômes et qu'il y en a un qui arrive pas, ne montrez pas sur le partenaire parce que 90% des Ah profs ouais. je dis mais ça on l'a déjà vu sur quelqu'un d'autre, mais montrez sur celui qui arrive pas Ouais. parce que parfois c'est une autre façon de Parce qu'il y a, il découvrir y a, il et y comme a, tu il dis y on a a, le il y a deux ressenti. choses. En plus, ouais, le judo, il y a l'aspect visuel, mais enfin, c'est pas à toi que je vais apprendre ça, hein. Le judo, c'est un sport de sensation. Enfin, pour moi, c'est un Bah sport de oui, sensation. Donc, si tu fais que montrer, ouais, il manque une bah, il dimension. manque une dimension, Ouais, exactement. ouais, Ouais. Parce que le copier-coller, c'est à l'encontre complètement de ce qu'il faut faire chez ouais. nous en kata compétition. Si tu fais du copier-coller, ça ne marchera pas. Ah ouais, Moi, j'adore les formes japonaises. Bon, voilà, parce que j'ai pratiqué pas mal de fois aussi avec eux, chez eux aussi. Bon, voilà, ils ont déjà une assise que nous occidentaux on n'a pas parce ils sont oui, déjà plus remblés, ils ont un centre de gravité plus bas, etc. Ils ont une facilité que nous, une posture déjà naturelle qui est très, on s'y en ouais, approche, mais voilà, on s'adapte. Et donc, je sais pas de copier et de coller ce que je regarde sur le japonais parce que je sais que c'est pas possible. Il faut rester, voilà, soi-même. il faut rester sur ce que nous on veut montrer, sur ce que nous on ressent et pas essayer de tricher en essayant de copier-coller, ça ne marchera pas. D'accord. Donc, il faut imposer un petit peu son style en restant sur les critères qu'on nous demande d'avoir. Mais c'est sa personnalité qui, à la fin, va faire que tu passes Ouais, devant ou que tu passes pas devant, parce que tu triches pas avec toi-même. Alors le coach, il est là pour régler, mais il faut laisser exprimer le corps, il faut le laisser s'exprimer. Tous les gens qu'on a aujourd'hui sur le tapis, ils ont tous des formes différentes, mais il y a toujours quelque chose d'intéressant à aller chercher. Je réglais tout à l'heure trois binômes là sur le Uranage, hein, donc mhm. sur le Ah oui, j'ai vu de loin d'ailleurs. Nage no Kata. Mais les trois propositions c'était top, c'était Ouais. exceptionnel. Alors Et tu les voyais et différentes? elles sont différentes. Les formes de corps sont différentes, mais les principes sont tous respectés. Et ça, c'est la base. Des équilibres, placement du corps, attaque. Il y a le kake, il y a le contrôle à la fin. Enfin, tous ces principes sont respectés, mais après, il y a la personnalité du gars. D'accord. Bon, mais là, il faut quand même pratiquer, avoir pratiqué, en avoir vu pas mal, pour se donner une idée de ça. C'est ce qui fait le bon juge ou le mauvais Ah juge. oui. Le juge qui pratique et qui pratique pas que en tant que juge, qui pratique aussi sur le tapis. Ouais. Ça va faire de lui un bon juge. Donc, c'est souvent un peu ce qui manque chez les juges, c'est qu'ils sont plus sur un papier noir sur blanc. Et voilà, il y a des croix à mettre. Mais ils sont, ouais. Des fois, ça manque un peu de sensibilité. Et c'est dommage. Mais bon, après, voilà, c'est comme ça. Ouais. Bon. Alors, le problème de la notation, c'est toujours pareil. On réagit à chaud quand on a les notes. Ouais. On regarde, souvent on est dans l'incompréhension, on comprend pas, on râle. Hein, tous à un tout niveau, on râle, on n'est pas content. On trouve ça injuste parce que nous, on a l'impression d'être au taquet de ce qu'on peut faire. Et puis en fait, c'est toujours intéressant d'analyser, mais c'est a posteriori, avec D'accord. un peu de temps. Ouais. On dit toujours qu'il faut digérer la pilule, mais je Ouais, pense que c'est c'est vrai. Et des fois, quand on regarde les vidéos 1 an après, on se dit, en fait, tout compte fait, avec ce chemin que j'ai parcouru là sur cette année, je me rends compte que tout compte fait, l'œil des juges, était pas complètement à côté de la Ouais, je plaque et il y avait quand même des petites choses. Parce que c'est vrai que on comprend du kata, enfin, on analyse du kata ce qu'on en a compris. Et en fait, des fois, on n'a pas forcément toutes les clés et tout ce qu'on découvre au fur et à mesure de la pratique, permet de plus en plus d'aller vers une lecture plus fine. Ouais. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Et je me demandais justement si tu avais beaucoup pratiqué avant que le circuit compétition des katas existe. Et si oui, est-ce que tu pratiquais avec autant de plaisir? Est-ce que c'est vraiment différent d'avoir ces échéances compétitives, tu vois? Est-ce que s'il n'y avait plus de compétition, tu penses que tu aurais peut-être moins de plaisir à pratiquer les katas? Voilà, c'est un petit peu cette... Alors, je vais retourner la question parce que, en fait, quand on m'a proposé de rentrer, de faire les sélections et de rentrer dans l'équipe, j'avoue que ce qui me perturbait un peu, c'est de me dire répéter tout le temps la même chose. J'avais peur d'une lassitude assez rapide parce qu'en fait, quelque part, on a l'impression qu'on fait tout le temps la même chose. Oui, de Et l'extérieur, on se dit ça, ouais. en fait, à chaque pratique, à chaque petit changement,
C'est vraiment une réelle découverte. On redécouvre des choses, on débloque. Des fois, en débloquant un tout petit détail, on a l'impression de redécouvrir notre kata et au final, ça paraît assez magique de. Cela dit, je te comprends parce qu'on peut ressentir ça, je trouve, dans certaines techniques judo, des techniques que pourtant on a appris depuis la C'est ceinture ça. jaune. Et un petit détail, waouh, t'as l'impression qu'il y a un monde de sensations qui s'ouvre. Ah oui, donc Exactement. en fait, c'est un peu ce style-là. Enfin, tu peux C'est vivre ça. ça en kata, ouais. C'est exactement ça. La plupart des gens, cette représentation, pensent qu'on fait de la compétition, donc on est, on, on fait du mime, on Ouais. recopie, on cherche. En fait, pas du tout. On recopie pas ce que font les Japonais. On est loin même parfois de ce que font les Japonais. Par contre, on essaye d'exprimer des principes, C'est ça. principes judo. Et je pense que parce qu'on montre de l'efficacité, c'est pour ça qu'on est plus ou moins bien noté, qu'on Ouais. réussit à être performant. Mais c'est pas parce qu'on est, on recopie Ouais. mieux que les autres. C'est pas ça, pas du tout. C'est vraiment qu'on essaye d'appliquer. Et on a une chance inouïe, vraiment, c'est d'avoir André Parent dans les, enfin, comme entraîneur, hein, c'est Ouais, vraiment. ouais. Parce que lui, il a ce souci toujours de vouloir comprendre et nous faire comprendre. Et Voilà. faire ressentir. Et faire ressentir, Ouais. voilà, ça donne du sens. Et en tout cas, s'il n'avait pas été là, nous, avec Jean-Daniel, on n'aurait jamais progressé. Ce qui est beau aussi dans l'esprit kata, je trouve, compétition, c'est que tu peux faire une compétition et tu as des adversaires. La compétition, tu viens de passer, tu as des adversaires qui viennent te voir en te disant, mais là, ce que tu as fait, pourquoi tu le fais? Ouais, je te propose de faire ça, essaye ça plutôt et tu verras, ça sera. Donc, tu avais toujours des gens Ouais. qui conseillent. De toute façon, tu es dans cette logique de prospérité mutuelle. Ouais. Donc, en fin de compte, ils savent très bien que s'ils te font progresser, tu vas peut-être Ça à un monte moment le donné, niveau. ça monte le niveau, donc eux vont devoir aussi progresser. Et il y a cette idée, voilà, de monter ensemble. Et je trouve que c'est vraiment une ambiance bienveillante au niveau de la compétition kata. Ouais. Tu as toujours quelqu'un pour venir te donner un petit tuyau. Et c'est comme ça aussi qu'on a progressé, en prenant beaucoup de notes. D'accord. Chaque compétition, je reprenais des notes sur ce qu'on nous avait dit. On retestait la fois d'après. Et on va dire, notre plus gros point fort, ça a été ça avec Jean-Daniel, d'avoir cette capacité de s'adapter très rapidement et de le garder. On pouvait d'une semaine sur l'autre changer beaucoup de parties de notre kata et derrière avoir tu vois, quelque chose qui durait dans le temps. Ouais. Alors souvent on dit bon, on revient assez de travers. Bah, nous on revenait pas, on avançait toujours. Alors, c'est un peu un de nos points forts, on va dire. Mais du coup, alors ça, je finirai là-dessus, mais ça m'intrigue ce que tu dis. Ça veut dire qu'on peut faire un kata, on va dire correct, qui répond aux critères demandés du kata, et pour autant changer, parce que tu dis on changeait beaucoup de choses dans notre kata, mais moi extérieurement, par exemple, qui n'ai pas du tout cette capacité d'analyse, moi je vois un kata vite fait, quoi, je vois pas ce qu'on peut changer en fait, puisque c'est très codifié. Bah, alors c'est codifié. En kata Meno, c'est un peu moins codifié que les autres kata, parce que tu vois, Tori, il a la possibilité de pouvoir avoir les réactions qu'il souhaite. Donc parfois, ça nous arrivait de changer les réponses de Tori. Voilà. Mais c'est pas uniquement là-dessus. Ça va être sur le rythme, ça va être sur parce que tu vois bien, tu es dans un randori no kata qui doit exprimer un randori, donc un vrai combat, on doit exprimer le combat. Donc si à un moment donné j'anticipe en tant que Tori, on n'est plus dans un randori. Anticiper, ça voudrait dire que je connais l'issue, donc finalement il y a plus cette spontanéité. Donc il faut trouver le bon timing et en même temps si je suis trop en retard, Jean-Daniel il sort. Oui. Il gagne, il s'en sort. Donc au final, il faut trouver toujours le juste milieu pour être au bon. Et ça nous est arrivé de parfois, est-ce qu'on ralentit, est-ce qu'on accélère, qu'est-ce qu'on veut montrer au jury, qu'est-ce qu'on veut exprimer. Donc là-dessus, tu peux avoir des katas qui peuvent durer des fois 9 minutes 30, des fois 8:30, des fois 10, tu vois, ça peut varier. T'as ça, mais t'as aussi les choix. Les choix après, derrière... ça reste quand même une activité jugée, en tout cas sur la partie compétition. Donc nous, on a toujours été sur l'expression de grands principes et voilà. Et des fois et parfois, il y a des choses que tu dois plus montrer que d'autres pour que le jury les contrôle, montrer que tu as assuré un contrôle, voilà. Entreprendre la manche et puis prendre la manche, c'est pas pareil, c'est pas pareil. Et pourtant, ça change rien sur le déroulé du kata, tu vois. Je comprends. Mais tu démontres du contrôle. Parfois, voilà, il y a des temps comme ça qui sont peut-être un peu plus à marquer. Puis après, j'ai envie de te dire, c'est réussir à faire son kata sans penser. Tu vois, l'attitude générale où tu te poses, et en fait, tu déroules et c'est naturel. Complètement. Les Japonais disent naturel, mais naturel, c'est ça en fait. On peut passer sa vie à revenir au naturel, naturel, mais le naturel demande de l'avoir intériorisé et répété, et que ce soit voilà, quand tu penses, tu réfléchis, ça devient quelque chose qui est parfois haché, parfois moins fluide. Voilà. D'accord.
comment tu fais pour ne pas te lasser? Enfin, après, je sais que quand on est dedans, c'est comme pour tout, plus on se perfectionne, plus on voit les détails, plus on voit que c'est infini à travailler. Mais au niveau de la forme de l'exercice, est-ce que du coup, ça peut être toujours la même façon parce que dans le contenu, tu t'ennuies jamais? Ou est-ce que vous variez quand même la façon de travailler? On peut varier la façon de travailler, ça va dépendre de différentes choses, déjà de notre envie. Ouais, Ça va dépendre du moment dans la saison à laquelle on est, sur la saison sportive, et ça va dépendre de notre forme aussi du jour. d'accord. Voilà. Donc après, les différentes façons de travailler, on travaille en uchikomi. Voilà, on peut répéter Ah. la première technique plusieurs fois, la deuxième, etc. On commence même des fois pas forcément par la première série, Mmh. justement pour pas avoir Le le ouais, même déroulement à chaque fois. Voilà, on aime bien changer. Des fois même, on fait la première technique, on passe à la première technique des étranglements, on d'accord. revient. Enfin voilà, on essaie de varier nos entraînements pour pas que ce soit rébarbatif. Et encore une fois, maintenant, comme on le voit avec Nicolas comme un échange, c'est plus vraiment, c'est pas une contrainte de répéter, c'est toujours, c'est comme enfin, ça va être peut-être bête ce que je veux dire, mais ça va être comme une conversation, comme si je parlais avec lui, en fait. Ah. Donc ouais, l'échange qu'on a entre nous, il se fait, au niveau du ressenti et ça même au-delà de ça, c'est que quand, vu que c'est un kata qui est quand même très proche, on est très proches, je sais quand, enfin, j'arrive à ressentir quand Nicolas a passé, une mauvaise journée, Ah quelque ouais, chose comme ça. ah, à ce point-là. Ouais, c'est déjà arrivé que, voilà, on fasse le kata et puis, à un moment donné, on s'arrête ou on finit, puis je lui dis: «Mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Et dis-moi» et puis il me dit: «Bah, voilà, Ah en ouais, fait, on juste s'est» par ouais, le ouais kata en tant que et tel, puis, quoi. je me rappelle d'un jour, on était là sur le tapis, on fait le kata, ça se passe, bon, OK. On commence une deuxième session et puis au bout de la deuxième technique, je lui dis: «Arrête», enfin et puis en fait, on s'est assis et puis on a passé la fin de l'heure, on va dire, à discuter Ouais, parce que, ce jour-là, ça allait pas, il avait d'autres choses en tête et en fait, c'était pas productif, ça ouais, servait à rien. ouais. Le kata, ça reste quand même quelque chose de super, rébarbatif. C'est toujours la même chose qu'on présente. Voilà, c'est 15 techniques, voilà, et c'est à droite et à gauche et c'est tout le temps pareil, en fait. Donc On a on est jamais obligé, nous, de notre jamais côté, en fait, sur les entraînements à toujours varier, en fait. Un coup, voilà, exactement la même chose. on peut passer un entraînement de 2 heures, sans faire chuter, en fait. À l'entraînement, on n'est pas obligé de faire chuter tout le temps systématiquement, on va pas faire 10 ans sinon dans la discipline. C'est énormément de répétitions. C'est Ouais, c'est très, fatigant, pour le uke physiquement. qui physiquement pour pouvoir, tenir la cadence, tu sais que si on veut faire au moins, 2 ou 3 faire chuter, hein, au moins 2 ou 3 fois dans la séance par technique, c'est il chute 90 fois en 1 heure, quoi. Je veux dire, c'est il encaisse beaucoup. Donc il y a beaucoup d'entraînements qu'on pratique, sans faire chuter pour autant. Il y a des entraînements où on inverse quelquefois les rôles pour pouvoir faire ressentir à l'autre le déplacement, Le le placement, le déséquilibre, déséquilibre, c'est comment est-ce que lui il voit la chose, pourquoi je comprends pas. Alors par exemple, quand je comprends pas une technique, je dis: «Ouais, mais j'y arrive pas», donc il me dit: «Ouais, mais comme ça, regarde, fais comme ça, moi j'y arrive», des fois, on travaille sur un hem, détail, ça peut durer une demi-heure, 3/4 d'heure, des fois ça fait 1 heure, mais on travaille vraiment sur un détail, un ressenti, un placement, une attitude qu'il faut, qu'on travaille parce qu'on sait que si on ne place pas ça correctement, il va pas comprendre, il va pas y arriver donc des fois on peut passer un moment sur ça et puis des fois ça peut être un moment sur, que, une que intention, qu'un déséquilibre, qu'une chute, les systèmes d'entraînement, ils sont complètement différents d'un endroit à un autre. On est sur un stage international comme aujourd'hui, où on passe, plus de 6 heures sur le tapis à être entraîné par André Parent, qui est entraîneur national de l'équipe de France. Il y a d'autres systèmes d'entraînement où on est, que nous 2 dans la salle. On va surtout beaucoup s'appuyer sur l'analyse vidéo pour pouvoir, voilà, faire un retour de compétition, analyser par rapport aux notations qu'on a eues et pouvoir, appuyer le détail, sur là où ça a pêché, après une compétition, par exemple. Hem, voilà, là, c'est plus une recherche personnelle sur le détail près de là où ça a pêché et dans ce cas-là, on va travailler sur 2 voire 4 techniques, dans l'heure ou sur l'entraînement
Et puis il peut y avoir un autre un autre style d'entraînement où là en revanche on est entraîné par notre sensei qui nous demande sur un appui plutôt visuel d'appuyer plus le détail ou le déséquilibre ou le placement ou de répéter plusieurs fois le même mouvement, que ce soit tout seul ou à deux. Voilà, donc c'est des systèmes de travail, d'entraînement, de répétition qui sont complètement différents. Ouais. Est-ce que, donc nous, en tout cas, quand on travaille pour un grade, globalement, travailler, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'à chaque fois, on enchaîne le kata dans l'ordre et puis on se fait un peu corriger. Est-ce que pour progresser, est-ce qu'il y a d'autres façons de travailler? Est-ce que ça existe, par exemple, des éducatifs en kata? Est-ce que, voilà, ou est-ce que juste c'est de la répétition et c'est à force de répéter qu'on va petit à petit arriver dans le ressenti? Oui, alors, c'est comme tout, tu vois, on est tous humains. Et à un moment donné, quand tu répètes toujours la même chose, ça peut parfois être un peu voilà, lourd. Donc non, il existe plein d'éducatifs différents, plein de manières de l'enseigner, plein de manières de répéter et que ce soit varié pour pas que ça devienne trop ennuyeux. D'accord. Donc tu as ce qu'on fait nous parfois, c'est qu'on fait une technique, puis la 1, puis la 2, puis la 1, 2, 3, puis 1, 2, 3, 4, tu vois, on accumule comme ça peut nous arriver de faire comme ça. On peut le faire à l'envers, on peut le faire en changeant de côté, parce qu'au katameno, tu étais toujours à droite, mais là on le fait à gauche, un peu comme si on le faisait en miroir. Ah On ouais, peut même ça. inverser parce que tu vas ressentir les choses différemment. Ah oui, tu peux même sortir de la forme pure qui sera demandée pour travailler ton ressenti, pour tester des choses. En Nage no Kata, il m'arrive parfois de changer même les techniques. C'est pas un problème en fait. C'est l'idée, parce que du moment que tu as les grands principes, derrière avec des jeunes, ils vont me dire oui, moi je préfère cette forme de corps là, c'est OK, on va partir de ça, de ce que tu sais faire, et après petit à petit on va s'éloigner. On peut, c'est une manière d'enseigner. Ouais, j'ai pas dit que la finalité ça allait être ça. J'ai dit mais c'est super intéressant. T'amènes simplement une nouvelle façon de faire. Puis alors après tu peux faire un travail juste sur une partie d'une technique. Tu vois, simplement si tu veux voir la partie des équilibres sans forcément la projection, tu peux t'amuser comme ça en fait pour que les jeunes, parce que l'objectif c'est que les jeunes tu vois bien, j'ai à peu près compris dans ton discours, tu disais que tu faisais ton grade, tu passais ton kata et puis tu avais arrêté, ça te passionnait pas plus que ça, ou peut-être que ça te passionnait, mais tu passais à l'étape suivante. Ben moi, ce que j'aimerais, c'est que les jeunes ils continuent de travailler régulièrement en se disant ah oui tiens, je vais faire un peu d'aujourd'hui de Nageno, demain je fais un peu de Juno, et l'idée c'est que comme ça te permet de progresser. Bah oui, c'est sûr. Donc quand on apprend, souvent on va bien doucement, lentement pour sentir le truc, puis après on prend le rythme normal. Est-ce que ça vaut le coup parfois, quand on prend le rythme normal, est-ce que tu le répètes sans cesse, ou est-ce que ça vaut le coup de revenir par exemple à du très doucement, tu vois, de changer de rythme ou de changer c'est-à-dire de pas être dans un déroulé classique pour le travailler, ou c'est justement par cette répétition codifiée tout le temps dans le même sens, un peu comme des uchikomi, toujours les mêmes, que on va arriver, tu vois, quel type de travail, ou peut-être faut faire de tout. Mais... Alors justement, j'ai envie de dire, faut un peu faire de tout, parce que quand on répète entre guillemets trop, on arrive aussi dans la chorégraphie. Et nous, par exemple, en Juno, où on a un rythme pourtant très lent, etc., en fait, on se rend compte que petit à petit, on est tellement dans la répétition qu'on en arrive à prendre le rôle de l'autre. C'est-à-dire que comme on sait qu'on va faire une rotation, on anticipe la rotation, alors qu'on n'attend pas qu'elle soit enclenchée ou déclenchée par le partenaire. Alors c'est vrai que quand on répète, par exemple, nous, je sais qu'avec Mathieu, on se prend en jeu souvent, c'est de se dire, je commence la technique et quand je le sens partir alors qu'il ne devrait pas, ou moi l'inverse, on se coince en se disant, mais non, là, non, on ne doit pas y aller, il n'y a rien eu, et pourquoi tu t'en vas, en fait? Mais et c'est vrai que c'est important de l'accélérer parce que ça permet de voir des choses, ou de le ralentir. Mais en fait, ça dépend aussi à quel endroit on en est de l'apprentissage. D'accord. C'est vrai qu'au début, nous, on conseille quand même de plutôt ralentir le rythme, parce que de vouloir aller vite, je pense notamment sur les ATMI qui sont donnés très rapidement, et comme on a un peu de hantise de se prendre l'impact, ou on a tendance à soit esquiver trop tôt, ou soit viser à côté. Donc, vaut mieux des fois passer par le mouvement plus lent, ce qui permet d'avoir le bon geste, et après, une fois qu'il est bien ancré, de pouvoir l'accélérer et de le rendre plus efficient. C'est un travail à l'infini, il faut en tous les cas le prendre comme ça, parce que ça c'est à l'infini. On me dit souvent, mais attends, ça fait 20 ans que tu fais la même chose, t'en as pas marre? Je dis non, j'en ai pas marre. C'est toujours différent, déjà par le niveau, parce que aussi les binômes ça change, on n'a pas toujours les mêmes binômes en face, et puis parce que nous on s'enrichit de ça. On est toujours, on règle encore des choses aujourd'hui, des choses qu'on croyait qui étaient réglées, mais qui n'ont pas été assimilées, parce qu'on n'a pas assez travaillé.
Donc on revient, on fait marche arrière, on Donc réapprend. c'est-à-dire que c'est vraiment du judo parce que c'est à l'infini. C'est à l'infini, donc non, je suis pas lassé. Je suis pas Ok. lassé en tous les cas pour aujourd'hui. Et alors j'ai une autre question. En dehors, même si on fait pas de compétition kata, quand on veut vraiment s'améliorer en kata, en judo, on dit souvent qu'à un moment donné, on se spécialise. Évidemment, on travaille toutes les techniques, mais petit à petit, on arrive à trouver son tokiwaza, on construit son judo autour d'un certain système d'attaque. Est-ce que en kata, tu penses que c'est quand même important à un moment donné de se spécialiser dans un kata et ou dans un seul rôle quand on fait pas de compétition, hein? Ou est-ce que c'est au contraire très important de ressentir les deux rôles pour savoir ce que ressent l'autre partenaire, ou est-ce qu'il n'y a pas de règle? Moi, je pense qu'il y a de la richesse dans tous les katas. D'accord. Vraiment, il faut pas se restreindre à un seul kata ou l'étude d'un seul kata. Si on veut vraiment comprendre le judo, il faut faire tous les katas. Ok. Et il faut inverser les rôles, changer le rôle et faire avec plusieurs partenaires. C'est très Ah. important. Pourtant, je trouve que c'est pas facile de Justement, changer de partenaire. Justement, Ouais. c'est pas facile de changer de partenaire, mais c'est comme ça qu'on va adapter son corps et que les principes, on va les faire ressurgir. Alors que quand on a l'habitude de travailler avec quelqu'un, Ah c'est oui, c'est tellement vrai. automatisé que parfois certains principes, bon, bah, ça paraît normal, ça. Et puis, en fonction de la morphologie, du gabarit, on va pas forcément avoir les mêmes appuis, on va pas Ah appliquer les oui. mêmes déséquilibres sur les mêmes angles. Et c'est ça qui est important et qui est intéressant. Ah oui, parce que du coup, ça nous oblige vraiment à aller rechercher cette efficacité Oui, parce que justement, on change c'est ça, de de contexte, de contexte. contexte, de Ah ouais, d'accord. contexte, voilà. Donc, je Ah pense ok. que vraiment, si on veut pas s'orienter compétition pure et véritablement se spécialiser, je pense qu'il faut étudier régulièrement tous les katas. Super. En plus, bon, souvent on associe un grade avec un kata, mais c'est surtout en relation avec l'âge, parce que voilà, on vieillit, donc et Ah du oui, coup c'est pour ça. Ah, c'est on pour fait, ça. Je on m'étais fait- toujours demandé bah, il y a une pourquoi. hiérarchie dans les katas, mais Ah moi j'ai oui. envie de dire que c'est une très bonne chose que on a des jeunes, on leur fait travailler le judo. Dans le judo, il y a des choses qui sont sur la relation à l'autre, qui sont importantes et qu'on va avoir. Il y a des transferts qu'on va pouvoir faire dans le nageno ou qu'on va pouvoir avoir dans d'autres katas. Voilà, Hmm. cette relation aussi à la distance, au déséquilibre, on retrouve ces principes-là dans tous les katas. Donc, c'est important de pouvoir travailler tous ces katas. Ouais. Alors, j'imagine que tu es passé par quelques autres katas pour les grades, comme un peu tout le monde. C'est ça. Mais est-ce que à ce moment-là, tu te spécialises vraiment dans le judo, tu travailles aucun autre kata, ou est-ce que tu travailles quand même les autres parce que ça nourrit? Tu vois, est-ce que c'est intéressant d'un peu de les travailler tous, ou est-ce qu'à un moment donné, il faut se spécialiser? Et la question qui viendra après, comme ça, tu réponds tout comme tu veux dans un bloc, c'est que du coup, est-ce que quand par exemple, tu as attaqué le kata Meno, est-ce que c'était plus facile d'avoir été experte tu vois, parce que parfois, quand on est expert dans un truc, finalement, le truc suivant, on repart Il y pas a de zéro. transfert. Ouais. Voilà, parce que je me dis, pour nous tous qui travaillons, des fois, je me dis, est-ce que, toi là, je repars au Japon, je dis, est-ce que je reste sur le Goshin? Moi, j'aimerais bien faire le Nageno quand même, donc, ouais, qu'est-ce qu'on fait? Alors en fait, on se rend compte, alors déjà au niveau du travail de l'équipe, on est tous très solidaires et très soudés. Quand on fait les stages de prep, on peut très bien aller observer une prestation en Goshin, une prestation en Kime no Kata. Enfin, on s'auto-observe entre nous, même si on n'est pas sur les mêmes katas. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a énormément de transferts. Ah oui. C'est-à-dire que des fois, tout bêtement, une anecdote, nous on est allé en stage en Italie, où on a suivi un stage avec un couple italien qui nous fait un apport sur le Goshin, et on était plusieurs à faire du kata no kata ce jour-là, et on s'est tous regardés, on s'est dit, mais ce détail technique là dans le kata no, mais ce serait hyper intéressant. Même en le fait, kata Meno qui est au sol, parce oui, que là, c'est vraiment oui, joli. on était sur une clé de Hidegatame et on se dit, mais tiens, mais ce qu'il vient de dire là, c'est hyper intéressant là, cette action du petit doigt là sur la clé. Du coup, on est tous repassés au katame. Et mais il y a plein de transferts, et c'est en fait très riche parce qu'on arrive des fois à débloquer des choses justement en passant par les autres katas. Et je pense que de se focaliser sur un seul kata, je veux pas dire que c'est une erreur, mais c'est se priver de quelque chose. D'accord, ouais. C'est vraiment se priver de quelque chose. Et c'est vrai, je me permets de le dire, que dans vos interventions, régulièrement, quand vous expliquez quelque chose, justement, vous mentionnez les autres katas. Et c'est vrai que c'est super intéressant, même quand on les connaît assez peu, mais de voir que c'est des principes qui sont vraiment transversaux, et du coup, c'est des principes de fond. D'ailleurs, je me permets, mais quand on a fait on a fait un stage avec l'équipe de France au Japon, et en fait, ils avaient été très surpris parce qu'en fait, on est arrivé avec quasiment un couple par kata, et on avait un kata par jour. Ouais. Et en fait, ils s'attendaient à ce que l'entraîneur vienne avec le couple considéré. Ouais. Et en fait, on est venu avec toute l'équipe, et toute l'équipe a pratiqué. Et en fait, ils ont eu cette impression qu'on avait, nous, une machine de guerre du kata, en se disant, mais c'est incroyable, leurs couples connaissent tous les katas. Alors forcément, pas dans la même précision technique, ce qu'on disait tout à l'heure, mais le fait d'en avoir plus ou moins la connaissance et de pratiquer régulièrement, tout le monde a
à pratiquer tous les katas Ah et ouais. ça Et les avait d'ailleurs, un peu on le bluffés. voit là sur les stages, vous pouvez vous conseiller sur tous les katas. C'est Pour ça, les stagiaires, globalement. De l'expliquer, de l'observer, d'avoir les visuels, ouais. ça effectivement, globalement, on Ah est ouais. tous plus ou moins. Bah, moi, en tant que professeur, déjà sur le Tous les sur le katas nous circuit, intéressent. déjà quand on passe un diplôme, on est censé déjà maîtriser tous les katas. Et, en sortie de diplôme d'état, on doit maîtriser tous les katas parce qu'on les a appris en formation, on les a démontrés pour nos certifications. Puis derrière, pour les transmettre à nos élèves, il faut savoir les maîtriser plus ou moins dans leur ensemble. C'est toujours bien d'aller sur les stages pour pouvoir avoir le geste précis sur l'instant présent. Parce que ça change tout le temps, hein. C'est comme les règles d'arbitrage, on n'est jamais fixé une année sans que la deuxième année ça change, quoi. Mais ouais, sur notre sur mon parcours personnel, quand tu as passé le premier dan, derrière le deuxième, il est presque logique parce que c'est le même kata. Et quand on veut évoluer dans la pratique, dans sa pratique, On va chercher on le va grade chercher d'après, à quoi. aller plus loin. Donc on Et apprend plus de kata, donc ça nous intéresse plus. donc il y a le troisième dan, c'est du Goshin-Jitsu, du Katame no Kata. C'est 2 katas qui sont extrêmement intéressants. Puis on réapprend encore le judo, parce que Tu le ré katame no kata, exceptionnel pour le judo au sol. Ouais, c'est On vrai prend que plein de ça. choses. Ouais. Et puis La partie du jujitsu, le goshi. Là, on va apprendre le kimino, puisque on va entamer notre 4e dan, donc on va se perfectionner ou au moins s'améliorer dans les katas, puisqu'on va devoir aller chercher un grade supérieur, donc plus de connaissances. et en fait, c'est 6 katas différents, qui sont démontrés d'une manière différente, en fait. Mais là où on retrouve les mêmes principes, le déséquilibre, le déplacement, le placement, le tsurité, l'équité, en fait, on a à chaque fois, je trouve, hein, on démontre, les mêmes principes, mais sous une formule différente. Le Nage no Kata, c'est le kata des projections, voilà, c'est ça. Le kata au sol, on va pas forcément retrouver de la projection parce que c'est un kata qui se déroule uniquement au sol, avec de l'osekomi waza, des shime-waza et des kansetsu waza. Mais il y a toujours cette notion de uke, de tori, de rôle à respecter, de tempo, de timing, voilà, du geste précis que Comment vous avez choisi qui fait uke, qui fait tori? c'est lui qui a choisi. Moi, j'ai choisi, alors j'ai voulu faire uke. Ouais, j'ai voulu faire uke. Alors, je voulais shooter. Alors, désolé, hein, mais je voulais que les chutes soient Ouais, parfaites. nickel. Ouais. Et toi, t'aimes bien chuter? Oui et non. Oui et non. Bon, oui, j'aime bien chuter, ouais. Ah, j'ai toujours été bon shooter. Sans jeter trop les fleurs sur moi, mais bien, si, je comprends ce que tu veux dire, parce que je ressens ça. T'aimes bien dans le sens où t'aimes bien faire en sorte que la chute soit belle et bien faite, voilà, c'est ça. et t'aimes bien t'attacher aux détails qu'il faut pour avoir une belle chute. Exactement. Mais je comprends tout à fait ça, donc je vois ce que tu veux dire. Ok. Donc t'as choisi ok. Exactement. Et toi, ça t'allait aussi quand même? Ouais, bon, moi j'ai pas poussé le truc plus loin, hein. J'ai dit ok, bah c'est bon, nickel, on fait comme ça. Pourtant, on est souvent en désaccord, mais pour le coup, Que très rapidement, tu sens l'un sans uke, l'autre tori. Comment on choisit? Parce Ouais, que c'est alors, très différent ouais, quand même. c'était en fait parce que notre relation avec Jean-Daniel, elle a changé. Au départ, c'était plutôt prof-élève. Et puis, j'étudiais, je recherchais, je donnais des directives. Et Mhm. Jean-Daniel, lui, il était plutôt dans l'idée de reproduire. Et puis, avec le temps, bah, l'échange Ouais. est apparu. Et on a commencé à échanger, on a commencé à tous les deux donner notre point de vue, Ouais. notre vision, notre façon de faire les choses. Voilà. Et le rôle, en fait, on peut, sur certains moments, changer de rôle pour travailler, pour s'exercer. Mais non, j'avais pris le rôle de Tori, prenais le rôle du quai. Peut-être aussi parce que j'avais un tout petit peu plus d'assurance et sur le Katame no Kata, on est face au jury à Ah plusieurs oui. moments. Le uke, il est toujours à plat dos, Ouais. donc il a jamais le jury. Mm. Et c'était plus simple dans la gestion du stress dans ce sens-là, Au départ. Ah, d'accord. au Ok. départ. Ouais. Alors qu'en fait, je suis un grand stressé, j'aurais peut-être pas dû faire dans ce sens-là. Bon, maintenant c'est comme ça. Mais c'est comme ça. Ouais. Et Jean-Daniel, il a une forme de corps qui est exceptionnelle. Enfin, je le dis à chaque fois, c'est pas parce que c'est mon partenaire, Mm. hein, mais c'est vraiment un des meilleurs uke au monde sur le Katame no Kata. Ouais. Et franchement, c'est du caviar de faire avec lui Ouais. parce qu'il ressent exactement les bonnes choses au bon moment. Et voilà,
je voulais juste une dernière question sur l'aspect justement un peu entre guillemets mental ou stress en compétition. Moi, je vous ai vu au championnat d'Europe de Slovénie et d'ailleurs c'était hyper stressant parce qu'il y avait un bout de scotch qui s'était décollé et je me disais mais comment ils font pour se concentrer? Bon, est-ce que c'est quelque chose, c'est uniquement venu par l'expérience? Est-ce que vous avez dû le travailler? Est-ce que le fait d'être à deux, c'est plutôt une force ou pas forcément? Parce que je me dis peut-être parfois il faut gérer le stress de l'autre. Comment cet aspect mental en fait? Alors, chacun le gère à sa sauce, j'ai envie de dire. Ouais. Moi, je sais que Nicolas stresse beaucoup, je le sais, donc j'essaie de pas lui communiquer. Donc, quelque part, moi, ça m'aide à pas être stressé parce que je me dis, voilà, il faut pas que je sois stressé Ouais. parce que, enfin, faut pas qu'il le voie parce que il a déjà le sien à gérer et c'est pas possible. Ensuite, on le ressent aussi sur le tapis, hein, forcément, comme je disais tout à l'heure, quand il a quelque chose en tête, je le sens, donc forcément le stress, je vais le sentir aussi. Après, en approche de compétition, il y en a qui sont plutôt à aller parler à tout le monde Ouais. pour évacuer, etc. Moi, je le gère plutôt en m'isolant. Ok. J'aime bien voilà, être Être dans tranquille. mon coin. En fait, je me mets dans une sorte, pour les grosses échéances, hein, je me mets dans une sorte de bulle et en fait, il y a qu'une seule personne que j'autorise à rentrer dans cette bulle-là, c'est Nicolas. Ouais. Donc ça se voit pas, hein, je continue à parler avec mes camarades, avec Ouais, mais je vois moi, ce y a que pas de tu veux souci. dire. T'es dans ton monde à Mais toi. je suis dans mon truc et voilà, il y a une seule personne qui rentre, c'est Nicolas. Ouais. Et ça, j'arrive à le ressentir quand je suis sur le tapis. Quand je suis au milieu Ok. pendant la presta, j'arrive à faire abstraction de totalement tout. De tout. Et je vois que Nicolas, en fait. Ok. Après, je sais que Nicolas a beaucoup de mal avec ça. Parce que je pense qu'il a aussi là, tous ces déplacements, etc., où il va voir le jury, il va voir le public, il va voir tout ce qui se passe autour. Ouais. Alors que moi, non. Moi, j'ai quand même une position où je regarde le plafond et il se passe pas grand-chose, Oui. c'est sûr. Oui. Quand tu es compétiteur, comme tout compétiteur, ce qu'il aime, c'est cette adrénaline. D'accord. Ouais, le côté qu'on a, challenge. qu'on recherche, ce risque-là, ça nous nourrit. Ouais. Et effectivement, c'est quand tu te retrouves sur une finale au monde ou en Europe ou en France, hein, on peut pas parler que du haut niveau, mais si en France, ben c'est la même chose. Quand tu te retrouves sur une phase finale, ben tu as cette adrénaline que tout compétiteur, à mon avis, Aime. a en lui et aime et se nourrit de ça. Donc et c'est ce qui nous fait tenir toute une année de travail, chacun à son niveau, même ceux qui font que de la région, parce que bon, après, c'est dur, hein, ça devient de plus en plus difficile, hein, d'accéder aux Europes, d'accéder au monde. Voilà, c'est de l'élite, hein, donc ouais, c'est compliqué, mais c'est ce qui me nourrit, c'est d'avoir le fait d'avoir arrêté le combat et j'étais arbitre avant. D'accord. J'ai arrêté après, j'étais arbitre et compétiteur, j'ai arrêté compétiteur et je continue arbitre. Et puis après, quand j'ai cessé l'arbitrage, il me manquait quelque chose. Je ne pouvais pas faire qu'arbitre, bien que j'ai eu arbitré des choses très intéressantes avec des judokas avec un très haut niveau. Mais perso, ça te manquait, ouais. J'avais un petit manque. Ouais. Donc, je l'ai retrouvé dans la pratique du kata en compétition. Okay. Alors moi, je suis rentrée en 2009. J'avais une autre partenaire qui s'appelait Isabelle Baller. Ouais. On a d'ailleurs eu l'occasion de faire ensemble la première finale française mondiale. Wow. Ouais. Magnifique. Et donc Isabelle après a arrêté. Ouais. Donc j'avoue que quitter, parce que effectivement, c'est l'équipe de France, c'est la compète. Mais comme ça a été souligné ce week-end, c'est aussi une grande famille. Ouais. Et de sortir du groupe, j'avoue que ça m'avait vraiment pincé au cœur. Et on m'avait proposé éventuellement de reprendre avec Mathieu, mon conjoint, mais plutôt en kata-meno-kata cette fois, puisque la différence de gabarit aidant, on avait peur qu'en judo-kata, ce soit moins harmonieux. D'accord. Donc du coup, on s'est lancé dans le katame. On a fait quasiment tous les championnats d'Europe à partir du moment où on est rentré en 2012. On n'a jamais réussi à faire de médailles, donc du coup, pas de championnat du monde. Et puis, en 2018, quand j'ai accouché de mon petit garçon, le katameno, les sélections étaient trop courtes, j'avais pas repris physiquement. Le judo étant moins intense au niveau mouvement, déplacement, on s'est dit, tant pis, on va faire le judo, on verra. Puis pour finir, on gagne les régions, on gagne les France, et on fait médaille aux Europes derrière. Donc André nous a dit, je pense qu'en fait, on va changer de kata, on va rester en judo, et du coup, voilà, 6 finales mondiales, et en fait, on se prend au jeu. Alors après, maintenant, est-ce que s'il n'y avait pas de compète, je prendrais moins de plaisir à faire le kata? Je pense pas. Mais par contre, je pense que je perdrais
cette plus-value de l'échange, Ah oui. c'est tous ces gens qui gravitent en Ouais. fait autour du kata et qui sont très riches de. Est-ce que quand vous repensez à vos 3 années par exemple de pôle, bon je prends cette fois-là, mais de manière générale votre judo avec le côté compétition combat, est-ce que vous avez l'impression que ça se complète vraiment beaucoup comme un puzzle ou est-ce que c'est vraiment deux exercices ou 2 périodes très différentes pour vous? En fait, dans la performance qu'on recherche quand on est athlète en structure, qu'on recherche à avoir des médailles pour être performant et cetera, qu'on a toute une organisation autour de la performance qui fait que, on va rechercher à tout améliorer, la technique, le mental, le tactique, le psychologique, la l'imagerie mentale, le cardio, voilà, il y a tous ces éléments-là qui font que ça nous fait rentrer dans un système où on devient athlète. Pour obtenir de la performance, il faut travailler dans tous ces domaines-là. Et dans le kata, en fait, on retrouve les mêmes domaines. On va retravailler, en fait, tout aussi bien l'analyse vidéo, tout aussi bien la partie technique, tout aussi bien la partie mentale, tout aussi bien la partie de la gestion du stress et de son environnement, par exemple, qu'en combat classique. D'accord. Et en kata, en fait, il va y avoir aussi cette recherche de perfectionnement dans la technique, dans le positionnement, qu'on pourrait, mais c'est pas du tout dans Ouais. dans le même objectif, en fait. Je comprends. Après, la seule chose qui va différencier pour moi, enfin, ce que je trouve différent de la part de compétition, c'est que il y a pas cet aspect d'affrontement, d'opposition contre des personnes, voilà, où le niveau va être extrêmement rude. Et en revanche, voilà, c'est comme la compétition classique. Pour devenir meilleur, il faut aller rencontrer les meilleurs. Voilà, on sait pas dans l'interclub qu'on va aller. Ça n'existe pas en kata, mais c'est qu'en faisant de la compétition kata qu'on se développe mieux, Et en plus vite, pratiquant, en pratiquant, qu'en faisant de la compète. y a pas de secret. Hein. Ouais, faut pratiquer. De toute façon, tous mes pratiquants de kata, ils font de la compétition. Moi, j'ai pas un gars qui fait pas De compétition combat ou combat, kata? combat. Ah oui, d'accord. Oui, c'est des compétiteurs avant tout. Ah oui. C'est après que je les amène sur le kata. C'est-à-dire que c'est après leur phase de compétition ou ils mènent les deux parallèles? Les deux, ça peut être débutant. Là, aujourd'hui, j'ai un binôme il y en a un qui est ceinture jaune. Il fait de la compétition combat, mais je l'ai pris avec moi sur le stage parce que un copain, lui, est aussi du même âge, qui lui est ceinture verte, donc qui a pratiqué plus la compétition. Le kata, il s'y met aussi, c'est bien tombé. Hop, tous les deux, Ah je oui. les place en kata. Mais avant tout, c'est des gens qui pratiquent. Au club, je n'ai pas un cours spécifique kata. Ça ne marchera D'accord. pas. Ah. Ça ne marchera pas. C'est très compliqué d'avoir le binôme parce qu'il faut. Ouais. C'est un travail à deux. Alors, il faut les avoir tous les deux sur les cours. Ouais. Il faut qu'ils soient dans la même ville. Donc ça, c'est super compliqué à mettre en place la pratique de kata, que du kata en compétition. Mmh. Non, ça, il faut absolument qu'ils fassent du combat ou pas, ou du loisir, hein, Ouais. du loisir. Mais, Ah donc tu insères le kata dans tes cours ah oui. réguliers. Oui. Moi, ils pratiquent, ça peut être à l'échauffement, on fait une série, ça peut être à la fin du cours. Très régulièrement à la fin des cours, je fais passer un binôme qui, je sais, est placé sur la kata compétition, ou qui a une échéance très prochainement. Donc voilà, c'est là où on travaille. Mais je n'ai pas des cours spécifiques kata. D'accord. Voilà, il faut aussi que ça soit un peu ludique. Mhm. Si tu fais, en sens, si on n'amène que le kata, qui est quand même moi, c'est quand même plus scolaire. Il faut déjà avoir une maîtrise de son corps, du mental. Il faut être assez posé. Voilà, c'est une recherche de la perfection aussi du geste, donc de la répétition. On l'a aussi en combat. Forcément, quand on fait uchikomi, nagekomi, c'est de la répétition. Mais là, c'est très cadré. Donc, forcément, ça. En tout cas, c'est super intéressant parce que je trouve que ça reflète pleinement le sens qu'on essaye, en tout cas, mais que je voyais pas forcément justement comment faire, de dire que le kata, c'est pas quelque chose à part, Non. que c'est partie intégrante du judo et de voir que tu peux mener des cours avec tout dedans, du kata, de l'uchikomi, du randori, je trouve ça génial parce que c'est un message aussi qui est pour le jeune qui grandit dans ton cours, qui apprend le judo de cette façon-là. Lui, je me dis, il verra jamais le kata comme quelque chose de différent où il faut s'inscrire exprès, ou tu vois. C'est le gros souci qu'on a au niveau en France, au niveau national, c'est que le kata est très mal vendu en club. Il est vendu par un simple grade, Voilà, on va passer sa ceinture noire. Le kata, souvent, il est
C'est un mois avant, Oui. on les fait travailler un petit peu au club, on les envoie. Bon, Vous arrivez à le transmettre, ça, à vos élèves? Oui. Ouais. Ils aiment Donc, les katas, du coup? ouais. Alors, Non, j'en ai certains, ouais, ça dépend. qui aiment, Ça dépend. d'autres qui aiment pas. C'est normal, hein, dans tous les clubs, il y en a qui adorent, hein, d'autres qui aiment pas du tout. Moi, j'arrive à le transmettre à ma manière, hein, évidemment. On s'inspire beaucoup de grands qui sont ici, d'André, de membres de l'équipe de Ouais, France. comme on dit souvent copier, rarement égaler. Hein. Voilà. Donc on essaye de retransmettre ce qu'on a Voilà. appris, mais sans être Oui. au même niveau, quoi. Ouais. Mais c'est Mais vrai qu'à transmettre, c'est difficile de transmettre personnellement son point de vue. Hmm. Quand on aime quelque chose et à essayer de le transmettre aux autres et pour qu'ils réussissent à accrocher dans la discipline et se dire que c'est pas simplement juste un kata pour faire son grade et que c'est une punition quasiment à chaque fois que je le dis, et c'est pas grave, quoi. Je veux dire, c'est comme du judo. Pense pas que c'est un kata, juste que c'est de la technique que tu démontres d'une manière différente. moi, j'essaie de transmettre les valeurs du judo à travers le kata et de transmettre les ma façon de voir le judo à travers le kata et de leur faire comprendre que voilà, avec les principes, s'ils ont bien compris les principes du kata, bah, ils ont tout compris au judo, quoi. J'ai un créneau spécial kata. Alors c'est un créneau kata, passage de grade. Mais voilà, dans ce cours-là, pendant 1 heure, c'est pas beaucoup, mais pendant 1 heure par semaine, je leur dis bah voilà, venez et venez pratiquer. Et vous venez pratiquer le judo. Si vous voulez passer vos grades, bah je suis là. Votre kata, je suis là. Et puis on fait des ateliers, un peu comme ici, parce que moi je suis tout seul, donc je suis obligé de faire ça. Mais voilà, il y en a qui viennent pour leur premier dan, pour le deuxième dan, pour la ceinture verte, bleue, et même à partir de vert, bleu, moi je leur demande de faire du kata. Ouais. Et pas obligé de faire la première ou la deuxième ou la troisième série. Je leur dis bah voilà, si vous voulez passer la verte ou la bleue, bah vous me faites une technique ou 2 techniques du nageno, vous regardez comment on fait, puis je vous montre. Puis c'est pas forcément sur 3 temps, ça peut être sur 2 temps, sur 1 temps, c'est à leur manière, mais On casse le côté traditionnel. voilà. Pour la passage de la ceinture noire, après je recodifie tout ça, Bien mais sûr. voilà, pour les mettre en jambe, enfin pour les Ouais, c'est ça, pour les mettre dedans. voilà, pour les facilement. mettre dedans plus facilement, pour qu'ils puissent plus apprécier au final. Je les oblige pas à faire par exemple la première série. Ouais. Et la deuxième pour la Ouais, main. c'est très Je dis intelligent. la troisième ou la deuxième, C'est ou la une deuxième façon la plus première. cool, entre guillemets, de rentrer là-dedans. Puis en plus, je Ah trouve oui. que ça permet, moi je me mets à la place, ça te permet de découvrir qu'en fait, t'en connais déjà pas mal les techniques du kata. Ouais. Bah oui, C'est pas un truc à commencer à zéro, quoi. c'est ça. Et la plupart du temps, ils disent ah mais celle-là je la connais, ah mais celle-ci je la connais. Je dis bah tu vois, hein, si je sais qu'avec le Ouais, déséquilibre, le placement et tout je ça, fonctionne un peu pareil j'y dans mon arrive. club aussi. Ouais. Et après, on a l'avantage en Seine-et-Marne, même dans le département du 93 en Île-de-France, d'avoir une école de kata qui a été montée. Et donc c'est des créneaux qui sont ouverts à tous, gratuits, qui se déroulent sur une soirée, peut-être de 3 heures, et c'est un temps dédié uniquement pour le Nagano Kata, surtout dans le 93, parce que dans le 77, ça vient d'être monté par Bernard Gautreau à l'aide de Richard Chen, hein, qui a monté sa propre école de kata il y a 5 ans dans le département du 93, et c'est des moments où on essaye de transmettre en fait déjà tous les principes qui font que le kata sera meilleur en le rapprochant le plus possible de la compétition D'aujourd'hui. parce que sur ces instants-là de stage, de transmission, on essaye de faire comprendre aux gens qui participent au kata de compétition qu'en fin de compte, celui que tu présentes en passage de grade, il y a aucune différence en fait entre ce que tu présentes techniquement en passage de grade et en compétition. La seule chose qui change en fin de compte, c'est que cette formule de compétition, il y a des points qui sont qui vont départager un couple à un autre et qui va créer un classement et qui va permettre d'accéder à un certain niveau en compétition. Mais le kata qu'on présente en passage de grade est le même.
Voilà. Et quand on présente, sur ces instants de partage sur l'école de kata, on applique chaque détail précis en leur précisant que voilà, on est exigeant sur le détail près qu'on pourrait avoir en compétition, mais ce qu'on vous demande, c'est pas aussi difficile, c'est pas au détail près. Voilà. C'est voilà, c'est ça, c'est viser plus haut pour retomber. Et Voilà. partager aussi, puisque c'est une école de kata qui a été ouverte pour permettre à certains élèves ou certains judokas ou beaucoup de judokas aujourd'hui qui malheureusement sont pas à la une de tout ce qui a pu changer dans le kata, et donc on leur donne si Même pour les possible enseignants. le plus possible le kata à jour, quoi. Donc au fur et à mesure du temps, le kata il change, c'est jamais le même, et on essaye de transmettre le plus possible, le mieux possible, le kata le plus récent, quoi. C'est pour ça qu'on a de la chance d'avoir André Parent sur des stages comme ça. Voilà, quand on fait des retours d'expérience sur le stage qu'on a eu aujourd'hui, par exemple, et que des enseignants nous disent ouais, mais comment vous faites-vous? Bah tiens, j'ai eu l'info ce week-end avec André, c'est comme ça qu'il faut faire parce que c'est les dernières infos, quoi. Et transmettre, c'est plus simple. Alors, ceux qui écouteront tout cet épisode, je pense qu'ils auront un minimum d'intérêt ou de curiosité pour les katas. Bon, après, il y en a peut-être que j'espère qu'ils détestent les katas et qui auront la curiosité d'écouter quand même. Je pense qu'il faut y aller. Mais voilà, un petit mot pour inciter peut-être à... Je vais dire 2 choses, un petit mot s'il faut inciter. Déjà, je pense que si vous aimez le judo, vous aimerez les katas. Mais voilà, il faut aimer les katas en cherchant à comprendre et pas en reproduisant sans chercher la compréhension. Déjà, c'est la première chose. Ensuite, si vous êtes curieux et que vous voulez en savoir un peu plus, moi, je vous invite vraiment à venir sur les stages. Ouais, ça, c'est vrai. Avec voilà, vous, là. Voilà, il y a 2 stages dans l'année, un début octobre, un début janvier sur les stages avec l'équipe de France. Et puis, vous avez d'autres aussi stages nationaux. Hein, ça aussi, voilà, il y a possibilité de trouver son compte aussi. Vous comprendrez peut-être davantage en étant sur le tatami. Et puis ensuite, on s'adresse de plus en plus aux jeunes. Alors, je vous invite aussi à aller sur les différents sites. Hein. On a mis en place une association, Groupe France Kata. Ouais. Donc, il y a groupefrancekata.fr. Donc ça, c'est important. Groupe France Kata, c'est donc une association. C'est une association. C'est indépendant de la fédération. Et qui réunit les gens qui font les katas. Peu importe. Si vous faites du kata et que vous voulez adhérer à une association, pourquoi on a mis en place cette association? C'était pour aider les personnes qui font les championnats d'Europe, parce que la fédération, c'est pour notre poche, hein, à chaque fois qu'on fait les compétitions, qu'on va au championnat d'Europe. Donc, on doit financièrement assumer les coûts. Et on s'était dit, mais c'est dommage, on pourrait créer une association, récolter des fonds par des sponsors, et puis diminuer le coût des équipements. Individuellement, voilà. Alors, on n'en est pas encore à l'étape où on peut diminuer le prix des billets d'avion, quoi, mais on arrive à avoir des t-shirts moins chers. Et pour équiper le groupe France, parce c'est mieux d'arriver dans une compétition avec tous le même t-shirt, on a mis en place ça, et du coup, ça nous permet d'avoir des sacs à dos, des t-shirts moins chers, grâce aux cotisations des gens et aussi aux sponsors qu'on a récupérés. Mais n'importe qui peut être membre du groupe France Kata. On a demandé 1 euro d'adhésion, et voilà, on est à plus de 80 adhérents. Mais surtout, après, ce qu'on recherche, nous, c'est des sponsors. Alors, des gens qui vont être présents sur la manche du t-shirt. On met la marque sur le sac à dos, et ça permet comme ça de faire de la promotion. Je pense que il faut être curieux, il faut essayer de donner une chance au kata. Venez sur les stages. Après, vous pouvez échanger aussi avec nous. On a des réseaux sociaux. On est sur Facebook, sur Instagram. Vous pouvez nous envoyer des messages, on répond. Et on pourra vous orienter. D'accord. Écoute, 1000 merci. C'est vraiment top. Et puis, à très vite. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Daniel. Ça complète très, très bien Nicolas, qui t'a quand même nommé le meilleur hooker du monde. Et je dis très sérieusement. Il a dit, je dis pas ça parce que c'est mon partenaire. Donc, en tout cas, bravo pour ce que vous faites. Merci beaucoup. On espère continuer à vous voir sur les podiums. Super, merci Jean-Daniel. Bon, génial. Merci beaucoup pour ces quelques mots très précieux. Merci à toi pour ta passion. Super. Tiens, je sais pas d'autres mots. Merci beaucoup. Merci à vous. Avec plaisir. C'est vraiment un sujet aussi super intéressant. Très belle initiative, merci à vous. Merci beaucoup Stéphane, puis je te laisse, j'entends que le micro parle, c'est-à-dire que le stage va reprendre. Un très très grand merci d'avoir pris du temps. Merci Stéphane. À très bientôt, merci. Merci de votre écoute. Si vous avez envie de réagir, donner votre avis ou même peut-être poser des questions pour le prochain enregistrement, tout se passe sur le site secretdejudoka.com où vous pouvez d'ailleurs commenter tous les épisodes qui sont retranscrits sous forme d'articles dans la section blog. Alors n'hésitez pas à y jeter un œil et avec plaisir pour vous y retrouver dans les commentaires.
Sur ce, bonne progression à vous et puis à bientôt sur le site, YouTube, Facebook, Instagram. Je suis un peu partout, mais surtout, j'espère, à bientôt sur le tatami. Bye.